لا عطيتهم بجوج صافي سي صافي بيان سي بون سي بون بغيتي عطيني حتى انا السي شابوني. ها هما كلكم نعطيكم فين هي J'ai demandé l'autorisation d'enregistrement à l'animateur. جميلة مور allow record هاكي انت صافي Thank you. انت سي بوشيبون كلشي ما كنت مور allow فوالا بوشيبون فين هو بارك ها هو مور allow صافي أنا كاع عطيتكم غير طريق سي جمال دغيا دقيقة ها واحد جا ها هو جمال صافي سي جمال قومي جا واحد آخر ثاني 12 سي جمال عام السحمي صافي دونك فوالا كلشي كاين اللي يجي شي حد ثاني ما نقدر بون غادي تنقترح الى قبلتو تنقترح هذا غادي نعطيو السي نور الدين شوقي واحد ان كار دور 20 مينوت يعطينا لي طاو سورتو لي comment dirais-je des scénarios de déconfinement. Après on va donner la parole les médecins c'est docteur Ahmadi ou docteur Bouhnani et après on ouvre le débat بيناتنا. Est-ce qu'on part comme ça? Ok. Oui. À vous la parole, c'est. كادري التصويره ديالك السي احمد ما كتبانش كلك ماشي دابا خصنا نعطيو فوالا Très bien, comme ça مزيان. كادراج مهم فوالا عطيني كنا كلشي ديال لا غيتسجل فازي سي نور الدين سلام سي احمدي. سلام سي جميلة اهلا دكتور احمدي. وإدريس تبارك الله عليك. اهلا الله يبارك فيك. Oh là, vous m'entendez? Très bien, c'est Chokri. Très bien. Je démarre. vas-y يلا Bien. moins Merci de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous quelques idées sur le déconfinement qu'on pourrait éventuellement avoir au Maroc. Et je commencerai par une phrase de Simone de Beauvoir qui dit que l'impression de savoir est bien plus dangereuse pour la connaissance que l'ignorance. En effet, la communauté scientifique a eu l'impression de savoir lorsque SARS-CoV-2 est apparu en Chine en décembre 2019 et qu'elle a minimisé sa capacité de propagation. Actuellement, nous sommes à plus de 4,3 millions de personnes contaminées et près de 300 millions de décès. Pour info, 300 000. 300 000 à peu près. Et la grippe espagnole de 1918 avait atteint 500 millions de personnes et avait tué entre 50 et 100 millions de personnes en fonction des sources. Donc la Covid-19, maintenant l'Académie française a tranché, elle dit que la Covid est féminin et le SARS-CoV-2 est masculin. Donc on va appliquer ce que l'Académie française a donné. La Covid-19 a donc impacté jusqu'à date en premier les États-Unis, comme vous le savez, avec pratiquement 1,4 million de cas confirmés et 83 000 décès, suivi de la Russie, du Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, etc. Le Maroc compte, selon les données de ce matin, plus de 6 500 cas confirmés et 189 décès. Certains pays ont pris une autre voie que le confinement. Les Pays-Bas, la Suède, ils ont misé sur l'immunité collective. D'autres encore ont dépisté dès le départ de l'épidémie et n'ont pas confiné leur population. C'est le cas de la Corée du Sud et de Taïwan. Alors,
la mise en place du confinement a été faite dans chaque pays selon ses spécificités politiques, économiques, sociales et sanitaires. Et le confinement a été plus ou moins respecté dans chaque pays ou dans chaque région du monde de façon différente. Mais le confinement a une date de péremption, moi je dirais. Parce que son premier but, c'est quoi? C'est de diminuer le nombre de décès pour pouvoir gérer les malades et d'avoir le moins possible de cas graves. Il y a 84% de cas peu graves avec la COVID-19. Mais le confinement a en contrepartie un impact économique très important. Les politiques étaient devant le dilemme entre le prix de la vie humaine et le coût de la perte économique. Chaque pays a choisi en fonction de sa politique interne. Alors le déconfinement maintenant, il doit répondre à 3 conditions épidémiologiques. D'abord, la stabilité de la situation épidémiologique, la tendance à la baisse des nouveaux cas de contamination et l'inflexion du R0, du fameux R0, indicateur de propagation du virus sous la valeur 1. Ce à quoi nous devrions nous attendre au Maroc, c'est plus un assouplissement du confinement plutôt qu'un déconfinement. Et pour cela, il faut d'abord et avant tout de la discipline, beaucoup de discipline. Nous savons ce qui se passe dans les quartiers populaires, déjà avec le confinement. Donc, pour déconfiner, il va falloir avoir énormément de discipline. Deuxièmement, il faut un défi logistique et civique. Troisièmement, il faut des tests de dépistage et une remontée minutieuse de la chaîne de contamination. Quatrièmement, les mesures d'isolement, parce que si on commence à dépister, on va trouver des cas et il va falloir les isoler des autres personnes qui ne sont pas encore contaminées. Cinquièmement, et c'est l'élément clé de la prévention, quelle que soit l'épidémie d'ailleurs, ce sont tous les gestes barrières, masques, distanciation physique et lavage des mains. Ceci implique donc une très lourde responsabilité, aussi bien individuelle que collective. Donc, ce confinement assoupli ou allégé doit être progressif. Il doit être progressif aussi bien dans le temps que dans l'espace. Si nous prenons par exemple des zones où il y a 0 cas, ou s'il y a eu quelques cas qui ont guéri, comme l'exemple de la ville de Hoceima. Apparemment, actuellement, la ville de Hoceima est complètement fermée, mais les gens circulent à l'intérieur de la ville normalement. Ou comme le Sahara occidental, où il n'y a pratiquement pas de cas. Donc, ces zones devront être gérées différemment par rapport à Casablanca ou à Marrakech, où le nombre de cas ne cesse d'augmenter avec des foyers aussi bien familiaux que des foyers professionnels. Il faut aussi tenir compte des personnes à risque. Et les personnes à risque, il y en a beaucoup. Ce sont les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus, qui constituent 53% des hospitalisations et plus de 90% des décès. Personnes âgées, mais qui ont des comorbidités. 80% des hospitalisations et 84% des décès. Comorbidités, bon, on ne va pas les citer en entier, mais c'est les cardiovasculaires, les diabètes, l'insuffisance rénale, les cancers évolutifs avec traitement, l'obésité, c'est un bon facteur de risque, les personnes avec immunodépression, congénitale ou acquise, et puis les femmes enceintes pendant le 3e trimestre de leur évolution. Le déconfinement est synonyme d'extrême vigilance. On doit être sûr, avant de déconfiner, d'avoir la capacité certaine d'étudier les foyers, de les identifier et de les prendre en charge rapidement. Sinon, le risque que la maladie reparte, il existera toujours parce que le virus circule encore parmi nous. Il faut donc tester et tracer les cas suspects. Selon l'OMS, un retour à la normale ne peut pas
en l'état actuel des connaissances épidémiologiques, se fonder sur une hypothèse de l'immunité collective. Pourquoi? Parce que la proportion des personnes qui ont des anticorps est relativement très faible par rapport à la population qui n'a pas d'anticorps, surtout si le confinement a été très correct. On va avoir une grande partie de la population qui n'aura pas été en contact avec le virus et qu'il va falloir sortir. Si on la sort à l'extérieur, elle sera exposée au virus et donc il y aura un débordement sur le plan de la logistique sanitaire. Donc, pour terminer, je vais vous donner quelques axes stratégiques que je considère comme fondamentaux pour un déconfinement au Maroc. Le premier élément fondamental, et j'y reviens parce que c'est quelque chose de très important, ce sont les mesures préventives. Je n'insisterai jamais assez sur le respect de la distanciation physique, tant dans le cadre privé que dans le cadre professionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains, on a vu les vidéos, on a compris qu'il faut se laver avec le savon ou avec le gel hydroalcoolique. C'est quelque chose d'acquis plus ou moins. Et troisième élément, le port du masque. Mais le port du masque, je dirais le port correct du masque. Parce qu'on a vu sur les vidéos, on a vu même lorsque j'ai fait quelques sorties pour acheter des médicaments ou faire quelques courses, que les gens portent le masque n'importe comment. Moi, là, je suis tout seul, je ne porte pas de masque, mais il y a... un problème de sang. C'est Nordine. ما تنسمعش. ماشي ما كنسمع يمكن مشى. Il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. هو كتب شي حاجة. يمكن un problème technique. ما سمعيت. Le réseau. Tout le monde utilise l'Internet. لا تنعيط لين نشوف شنو. اوكي. بلاتي انا ندوز لك. الو السلام عليكم. يمكن ما نبقاوش واقفين. السي جمال السي بوعناني اون اتوندون وقع لي ان بتي بروبليم في الاورديناتور. واخا انايا على ناخذ انا. وي دونك على اللي قال الدكتور شوقي هذا تنقول ليه بونجور و جو لو ريميرسي اذا كان تيسمعنا. ما تيسمعكمش دابا سي ديكونيكتي. دونك طرح الى بروبوزي لا كيسيون d'immunité collective. On ne pourra jamais atteindre l'immunité collective. Donc, l'immunité collective exige 60% que les gens ont attrapé le coronavirus. Exemple, la France, il n'a que le taux d'immunité collective que 5,7. L'Amérique, avec même ce taux, il est très loin de l'immunité collective. Le Maroc, il est inférieur à 1%. Donc, la question d'immunité collective, on doit l'oublier. La deuxième chose, c'est la question des mesures préventives qu'a proposé le Dr Chouki. Je crois, à mon avis, qu'il faut élaborer un cahier de charges bien détaillé et bien expliqué. Par exemple, pour la distanciation au milieu professionnel. Combien? Ça, c'est une question des médecins du travail. Donc, le minimum, c'est 4 mètres carrés qu'il faut pour chaque travailleur. Donc, je voulais dire qu'il faut un plan de mesures préventives pour chaque département, soit économique ou social. Il faut un plan et que ces mesures, ils doivent être expliquées avec précision, qu'il ne reste pas comme ça,
comme ça flou. Donc ça, c'est en gros. Mais ce qui est l'intervention d'Yelou, il est clair et je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Voilà, pour le début. Jamal. Oui, merci à Mouedis. Je crois que tu as bien résumé la situation. Que l'hypothèse de l'immunisation collective et sociale est à abandonner et à enlever de la tête des gens. Premièrement. Le deuxième point, ce qui s'est avéré au Maroc, c'est que la décision de confinement a été prise tôt, ce qui a permis de limiter la contagion rapide. Mais le test a été centralisé entre Casa et Rabat, ce qui fait qu'il y a eu des retards dans le diagnostic des malades, enfin des personnes qui portent le virus. Et c'est comme ça que nous avons retrouvé pas mal de foyers, ce qu'ils ont appelé le Bouhar. J'aime bien ce terme, on le découvre. C'est quoi ça? C'est comme si on disait bir, en vérité, ce sont des contaminations collectives, يعني عدوى جماعية لما نهضروا على بؤر لأنه هذاك اللي كتلقاه في l'usine في واحد العدد الناس parce qu'on a fait le test systématiquement et on a fait le traçage. Voilà. Mais ces gens-là, quand ils sortent de leur usine ou là quand ils sortent du supermarché ou là quand ils sortent de leur caserne, ben, ils sont en train d'essaimer dans la ville, dans le village, dans là où ils circulent. L'histoire le port du masque est absolument indispensable et il y a eu un retard, il faut le dire. Comme il y a eu le retard dans le dépistage systématique, dans les tests. Ce qui m'étonne personnellement au Maroc, c'est que, bien sûr, j'en ai parlé avec des collègues qui sont en charge directement des malades Covid. Mais eux, ils ont dit on n'a pas pu généraliser le test. Il est resté entre l'Institut Pasteur à Casa, l'hôpital militaire Mohamed V et l'Institut d'hygiène à Rabat parce que on n'a pas pu nous procurer ce qu'il faut pour le test. Mais je viens d'apprendre que le test, comment faire le test et avec quel produit, était en open source depuis le mois de janvier. C'est quand même bizarre cette histoire. C'est comme si on voulait dire, écoute, un McDonald's, tu ne peux pas le faire si tu ne l'achètes pas chez McDonald's. Je crois que c'est quelque chose à bien prendre en considération. Et que nous avons des universitaires, nous avons des laboratoires privés, publics de grande qualité, que les gens puissent avoir accès à ce test. Maintenant, le traçage, je pense que cette histoire de traçage par le téléphone est possible. Encore faut-il que l'accès à l'Internet soit de bonne qualité. Et nous sommes en train de subir la mauvaise qualité de l'Internet au Maroc. Maintenant, séance tenante. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont en train d'être mises à nu. On nous dit, on a 3 opérateurs télécoms, 3 fournisseurs de services Internet, mais c'est pas bon, c'est pas suffisant. La preuve, il y a une conférence, j'allais dire une vidéoconférence Internet, qui se trouve coincée. À quelle heure? À 5 heures. Ce n'est même pas encore le rush, comme on le sait tous. Le rush, c'est à partir de 6h30, 7h, 8h. Donc, c'est aussi une question à renforcer, à poser. Voilà. Maintenant, la distanciation est importante, le port du masque correctement est important, le lavage des mains est important, et pour que l'économie reprenne, puisque maintenant, c'est ça la grande question, c'est comment faire redémarrer l'économie. Moulay Idriss vient de donner quelque chose en disant, par travailleur, il faut 4 mètres carrés. C'est clair. Maintenant, quand vous allez dans un supermarché, dans une grande surface, vous voyez comment les gens rentrent et sortent. Est-ce qu'il y a de la distanciation? Est-ce qu'il y a distribution du gel hydroalcoolique? Est-ce qu'on leur donne des masques? Voilà.
Merci. Oui, il a parlé, docteur Choukri, des régions touchées, des régions non touchées. Donc, on demande est-ce qu'on a une cartographie beaucoup plus détaillée au niveau de chaque province et au niveau de chaque région en ce qui concerne les zones touchées par l'infection et les zones non touchées. Et à ce moment-là, on peut on peut démarrer avec, par exemple, les régions moins touchées. On peut leur donner l'assouplissement. Déjà, le confinement, comme il a dit, on va parler pas de confinement, mais une étape de l'assouplissement, et puis peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois, l'extension. Donc, pour ce qui est des régions moins touchées, il y a à peu près 7 régions qui sont moins touchées et qui ont le nombre de cas confirmés inférieur à 10, et il y a 5 régions qui sont les plus touchées. Donc, pour chaque ces deux régions-là, si je voulais dire ces 2 départements, les 7 et les 5, donc il y aura des mesures spécifiques. Pour les 7, on pourra donner un assouplissement beaucoup plus élargi. Et pour les 5 régions qui plaient touchées, il faut vraiment des mesures très astreignantes. Prenons l'exemple, donc, si on enfonce au niveau des provinces, il faut aussi des cartographies, des touchés et des zones non touchées. Et il faut agir par quartier. Les quartiers touchés, on va peut-être les encercler et on va leur imposer des mesures très strictes. Et les quartiers non touchés, on va leur donner la possibilité de se mobiliser. Et donc, il y a aussi la question de l'attestation. Je crois l'attestation de sortie. Il faut la revoir. Il ne faut pas donner une autorisation de 3 mois ou 4 mois. Donc, il faut, je crois, il faut notifier, par exemple, pour les marchés, 1 jour sur 4. Et écrit, il va sortir le lundi ou le mercredi sur l'attestation. Il faut bien, je crois, c'est pas comme ça les gens, ils sortent tous les jours et toute la journée, etc. Donc, il faut préciser pour réduire ces sorties-là. Il y a, oui, nous avons un problème de tests. Je crois pour le Maroc, jusqu'à maintenant, ils n'utilisent que le test diagnostique, le PCR. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu qu'ils utilisent les tests rapides, c'est-à-dire les tests antigéniques. Ils n'utilisent même pas aussi les tests sérologiques. Donc, ils n'utilisent que les tests diagnostiques. C'est vrai, les PCR, ils sont efficaces, plus à 90%. Il y a aussi le problème de traitement. Le problème de traitement. La plupart des pays, ils traitent par les antiviraux. Parce qu'en matière de traitement, il y a 2 écoles. Il y a une école de traitement de la France, pour la France, le chloroquine et l'azithromycine. Nous, on applique cette conduite, la chloroquine et l'hydrochloroquine et l'azithromycine. Il y a une autre école, les antiviraux. Nous n'utilisons pas les antiviraux. Problème très compliqué parce que dès le premier jour où on a enregistré un cas, le 2 mars, il y a un laboratoire américain qui a déposé le brevet d'un antiviral et à ce moment-là, on n'a pas le droit d'acheter ou de fabriquer l'antiviral. Je suis de retour. Oui. مرحبا بك سي نور الدين مرحبا بك. Je suis désolé des incidents qui sont indépendants de ma volonté. Voilà, donc l'infrastructure n'est pas disponible. Oui, c'est ça le problème. Alors, j'étais en train de vous parler des axes stratégiques d'un éventuel plan de confinement et j'ai commencé par parler des mesures préventives. D'abord, les gestes barrières. Deuxièmement, déconfiner tout en surveillant et en retraçant le virus. Donc, il faut mettre les grands moyens pour le dépistage et le suivi médical. Sans ça, on ne peut pas véritablement aller vers un déconfinement.
La troisième chose, c'est qu'il faut réinitialiser ou réadapter notre système de santé. Imaginez qu'une fois le déconfinement fait, toutes les maladies chroniques non traitées. Il y a plein de gens qui sont en attente d'intervention chirurgicale ou de traitement, qui ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID. Donc, si le déconfinement est fait, ils vont aller aussi surcharger les structures sanitaires parce qu'il y aura d'un côté les malades pris en charge pour la COVID et de l'autre, tous les malades qui étaient en instance et qui sont restés en train d'attendre pendant les 2 mois de confinement. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très, très compliqué. C'est vrai qu'on a mis en place quand même pas mal de structures. Il y a l'hôpital La Foire de Casablanca avec quelques 700 et quelques 720 lits, je crois. Il y a l'hôpital militaire de Ben Slimane, il y a l'hôpital militaire également de Nouassar. Donc, il y a pas mal de structures qui sont mises en place et qui attendent le déconfinement. Le quatrième axe sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il va falloir faire le tri entre les secteurs qui doivent reprendre impérativement et ceux qui peuvent continuer en télétravail. Parce qu'on ne peut pas déconfiner tout le monde. Donc, se mettre d'accord politiquement, économiquement, socialement et même psychologiquement sur les secteurs à libérer et les secteurs à garder sous télétravail. Ensuite, et ça c'est un élément fondamental à mon avis, parce que le virus va continuer à vivre avec nous jusqu'en automne. Et en automne, il va y avoir la grippe saisonnière. Donc, il faudrait qu'on puisse gérer la grippe saisonnière par sa vaccination pour ne pas traiter une grippe pour une COVID-19. Parce que les médicaments qu'on utilise pour la COVID, c'est un stock qu'il faudra préserver. Et donc, le fait que les deux maladies surviennent au même moment, ça va vraiment créer un problème pour le patient parce que la COVID va doubler la gravité de la COVID-19. Et en plus, il y aura toute la pression qu'il y aura sur le personnel médical et sur le personnel de santé de façon globale. Donc, il faudrait que les demandes d'approvisionnement en vaccins contre la grippe pour la saison 2020-2021 soit fait maintenant et qu'il soit fait en quantité supérieure à ce qu'on prévoyait avant. Parce qu'il va falloir vacciner les gens contre la grippe pour qu'ils fassent des grippes légères et qu'on puisse s'occuper de la COVID-19 qui va continuer à être là. Le dernier point, le dernier axe que je préconise, c'est de trouver le difficile équilibre, en fait, entre les mesures visant à enrayer la propagation de la maladie et les décisions propres à relancer l'économie et à normaliser autant que faire se peut la vie des citoyens. Surtout que le virus, et selon Michael Ryan, directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, le virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, et qu'il pourrait ne jamais disparaître. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur des questions d'urgence sanitaire de l'OMS, juste hier ou avant-hier. Donc, s'il dit que le virus pourrait, c'est au conditionnel, pourrait rester endémique, ça va créer vraiment des problèmes. Il va falloir vivre avec. Et donc, libérer les gens en les vaccinant contre la grippe pour pouvoir s'occuper de la COVID-19, mais aussi pouvoir relancer l'économie, parce que l'impact économique, nous le savons tous, moi je ne suis pas économiste, mais les économistes pourront nous en parler mieux que moi. Un autre élément inquiétant, et je ne voudrais pas finir avec quelque chose d'inquiétant, mais c'est que la transmission, éventuellement, pourrait se faire même avec la parole. Il semblerait, d'après une étude qui a été publiée hier sur un journal scientifique très, très intéressant, c'est que les micro-gouttelettes de salive générées par la parole pourraient rester suspendues dans un lieu ou dans un espace fermé, elles pourraient rester suspendues dans l'air pendant plus de 10 minutes. Donc, ça vous donne une idée
de la possibilité de propagation et de contamination qui pourrait en découler. Pour terminer sur une note positive, je dirais que ce que nous pourrions souhaiter, c'est que ce virus ne soit pas endémique et que l'épidémie disparaisse, comme en 2003 lorsque le SRAS-CoV-1 a disparu, ou lorsque le MERS-CoV de 2011 a disparu. Et dans ce cas-là, on n'aurait plus rien à gérer et on reviendrait à une vie pratiquement normale. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ma vision partagée avec vous du déconfinement ou du confinement assoupli. Et je suis à votre écoute pour savoir s'il y a des remarques ou des questions. Bon, merci, Nordine. Donc, le déconfinement, ce n'est pas pour le 20 mai. Ah non, non, sûrement pas. Donc, on a juste est-ce qu'on a les moyens de faire des tests à grande échelle? Est-ce que, concrètement, l'État a les moyens de faire des tests? Deuxièmement, il y a maintenant la population qui ne respecte pas. Et nous, on est victime. Donc, je crois qu'en plus de l'autorité, il faut que la population agisse, c'est-à-dire dénoncer ceux qui nous gênent, ceux qui ne respectent pas. Dernièrement, juste la semaine dernière, devant ma maison, il y avait un groupe de jeunes qui sont venus fumer. Donc, il faut les dénoncer, ça. Il faut que la population, ces gens-là qui ne respectent aucune recommandation, portent atteinte à notre liberté. Donc, moi, je mets l'accent aussi sur que la population doit s'activer pour réduire le débordement irresponsable des gens. Pour la circulation, moi, j'avais proposé la dernière fois, pour les automobiles, un moyen de les contrôler, qu'un jour, les matricules pairs et l'autre jour, les matricules impairs. Comme ça, on est sûr qu'aucune voiture c'est identifiable. La police peut identifier, et comme ça, le jour pair, là, par exemple, on est le 20, c'est les voitures qui peuvent sortir. Comme ça, il faut diminuer le débit qui fait si jamais la dernière fois j'étais à Marjane, je vois un couloir plein et je me sauve, je vais à l'autre. Les gens ne respectent pas surtout les quartiers populaires. Donc on a parlé, j'ai entendu qu'on va encercler des quartiers tout entiers qui ne respectent pas, surtout les quartiers populaires. Donc il y a un problème de, comment dirais-je, de discipline, un grave problème de discipline ajouté à l'ignorance, à la pauvreté. Et donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Donc, la parole à vous. Donc, on peut, si vous avez des questions ou des suggestions, on va enregistrer de l'intervention. D'accord. Anna, il est Docteur Chouaki, bonjour une autre fois. Bonjour. Et merci. Merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, effectivement. Merci pour votre intervention qui est claire. Donc, la première question concernant la vaccination. Vous avez posé la vaccination de grippe et la vaccination de Covid. Est-ce que vous avez peur d'une interférence entre vaccins? Non. Interférence entre vaccins parce qu'on sait qu'on peut grouper les vaccins dans le cadre de la vaccination des enfants, etc. Est-ce que vous avez peur? C'est pas ça, non. J'ai dit qu'il faut vacciner contre la grippe saisonnière parce qu'en septembre, on n'aura pas encore de vaccin contre la Covid. Il ne faut pas rêver. Oui. Je parle juste de la vaccination contre la grippe pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des médecins et du personnel soignant entre la grippe et la Covid. Parce que si on est la période de la grippe, il y aura des malades qui auront juste une grippe et on va penser qu'ils ont une Covid. Parce que les signes, les symptômes sont similaires. Donc, pour éviter qu'il y ait de la confusion, il vaut mieux vacciner contre la grippe saisonnière pour que les gens ne fassent que des grippes à minima. Et les gens qui vont faire de véritables maladies Covid seront plus clairs sur le plan de la symptomatologie.
Mais je ne parle pas du vaccin contre la Covid. Le vaccin contre la Covid, il faut attendre 2021 avant de l'avoir. Et encore, je ne pense pas qu'il soit prêt pour septembre. Pour relancer l'économie, malgré on n'est pas des économistes, etc. Sur le plan local, l'État, est-ce qu'il a les moyens de rester confiné? Les moyens qu'il distribue actuellement par le biais de la caisse. Donc, on doit assouplir. On doit passer à cette étape assouplir. Moi, que je vois qu'il va être composé de plusieurs phases, l'étape d'assouplir. Et la deuxième, c'est l'extension. Peut-être à partir de septembre ou autre, peut-être on doit vivre avec le virus, la cohabitation avec le virus. Ça, et je propose pour la transmission, la transmission le virus, surtout à l'échelle locale. Moi, je parle de Marrakech. Le Marrakech, il a été scindé en plusieurs préfectures. Est-ce qu'on ne peut pas passer par l'assouplissement par préfecture au lieu de rester par wilaya? Parce que nous avons la préfecture Médina, la préfecture Sidi Ismaili, la préfecture Guériz, comme il était avant. Maintenant, il n'existe pas cet état de choses. Il n'existe pas. Donc, propose le Qadia et voir même aussi, est-ce qu'on a une cartographie des zones touchées et des zones non touchées. Et voir passer à l'intérieur de ces préfectures par les quartiers, les quartiers touchés, les quartiers non touchés. Et voir même cette question des gens, il faut peut-être l'éducation encore au niveau de toutes les masses médias, l'accentuer, l'éducation. Et il faut qu'il reste au niveau des masses médias pour que les gens s'engagent. Et nous avons un problème, nous, à Marrakech, les souks. Les souks, je crois, les mesures préventives. Il n'y a aucune mesure. Les mesures préventives, voire même l'attestation de sortie, pour toujours et toute la journée. Donc, il faut peut-être préciser l'heure de sortie et la journée. Dit que l'attestation de sortie, parce que les gens sortent tous les jours et toute la journée. Donc, il faut peut-être dès que l'attestation qu'on la change. Et au niveau de les souks, moi, il y a un problème. Les souks, les quartiers اللي فيهم راه غادي نديروا دوك لي بيدونفيل وهذا ولكن دابا لي سوق خصنا فيهم لا سيكوريتي باش تحبس عباد الله ويكون داك لورير دونطري لو سوق اكسيتيرا وفوار ميم ديك l'attestation de sortie ما تكونش tous les jours تكون un jour sur 4 ولا un jour sur 3 باش pour les maîtriser. Et sur le plan économie, je crois qu'il y a un problème pour donc, les marchands ambulants. Ils posent aussi un problème. Alors, je crois que c'est le moment de résoudre peut-être donc, la question des marchands ambulants. علاش ما نمشيوش بحال l'Europe علاش باش نعطيوهم avec des mesures préventives اللي تحطهم la sécurité ou la municipalité etc. ونعطيوهم واحد الوقت محدد ou une place par préfecture ونديرو. Donc voilà ça on ندخل في autre chose. Merci. Merci pour tes remarques et tes questions. Je voudrais juste répondre à ces Ahmed concernant le dépistage. Moi, je n'ai pas parlé de dépistage de masse, c'est Ahmed. J'ai dit tout simplement qu'il va falloir faire plus de tests de dépistage pour les gens qu'on va libérer. Si par exemple on considère qu'un secteur est productif sur le plan économique, on pourra faire des tests pour s'assurer que les gens sont immunisés. Lorsqu'ils sont immunisés, on a trois catégories de personnes dans la population. On a les gens qui ont fait la maladie et qui ont déjà des anticorps. Parce qu'ils sont immunisés. On a la deuxième catégorie
ce sont les gens qui sont porteurs de virus, mais qui sont asymptomatiques. Donc, ce sont une source de contamination. On ne peut pas les libérer. Il faut pouvoir les isoler. C'est pour ça que j'ai parlé des mesures d'isolement. Où est-ce qu'on va les isoler et protéger la troisième catégorie de population, qui est celle qui est vierge, qui n'a pas été encore en contact avec le virus. Celle-là, elle pourrait éventuellement être libérée petit à petit. C'est pour ça que j'ai parlé d'un déconfinement dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, parce qu'il va prendre un certain nombre de mois avant que ce soit un déconfinement total. Et dans l'espace, c'est pour revenir à ta remarque, docteur, c'est les zones, effectivement, les régions, les quartiers où il n'y a pas de circulation du virus, on pourrait libérer. Mais là où il y a véritablement beaucoup de malades, beaucoup de foyers, ça, on les enferme et on les isole. Moi, je suis tout à fait pour cette vision du confinement de quartiers ou de petites localités pour libérer d'autres qui, eux, n'ont pas de problème de circulation du virus. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les sourds, soit c'est une culture qui date depuis des millénaires chez nous, et ce n'est pas parce qu'il y a la maladie que ça va changer. Nous avons tous vu ce qui se passe dans le Souark d'Ienna. Les gens circulent, qui lidèrent le masque, qui met des rouges. C'est vraiment une circulation sauvage. Et je me demande d'ailleurs, si dans ces Souark, si dans ces quartiers populaires, il n'y a pas déjà une certaine immunité collective. Parce que les gens ne se sont jamais confinés. Alors peut-être qu'ils ont fait des formes légères, ou là ils ont fait des formes sans signes, sans symptomatologie, et qu'ils ont déjà des anticorps. Donc on peut, dans ces cas-là, les tester, et s'ils sont vraiment immunisés, on laisse la circulation se faire. Mais mettre en place des mesures strictes au niveau de soir et au niveau des marchands ambulants, cela nécessite de la discipline. C'est la première chose que j'ai dite en parlant du déconfinement. J'ai dit qu'il faut beaucoup de discipline, beaucoup de discipline, beaucoup de discipline. Le sens civique va jouer énormément dans la réussite de ce déconfinement ou là de ce confinement assoupli. On va arriver à un déconfinement à un moment ou à un autre, voilà qu'il faudrait que les dégâts soient les moins graves possibles. Parce que si on libère aujourd'hui, imaginez qu'on libère le 20, l'Eid, après 4 jours, ça va être la débandade. Tout le monde va aller voir sa famille, etc. Ça va être l'engorgement des structures sanitaires par les maladies et par le nombre de décès aussi qui va augmenter. Donc, il va falloir prolonger probablement jusqu'à la première partie de juin, on va dire le 10, le 15 juin, sûrement. Moi, je n'ai pas de vision précise, donc c'est les officiels qui vont donner leur date, mais moi, si je devais réfléchir à ça, j'opterais pour une prolongation au moins jusqu'au 10-15 juin. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts pour un déconfinement. Les éléments, les axes stratégiques que je viens de vous citer, là, ils ne sont pas tous présents. À part peut-être les tests, parce que j'ai cru comprendre qu'on va passer à 10 000 tests par jour. Donc, on a augmenté la capacité de faire des tests. Et plus on va faire de tests, plus on va avoir de cas. Parce que si on a, par exemple, 100 cas, 100 par jour, si on retrace les personnes contacts, alors on est à 1000, pratiquement 1000, 2000. Et le nombre de cas que nous avons actuellement, les 6500 ou les ce sont juste les cas qui sont confirmés par dépistage. Mais si on doit avoir véritablement le nombre de cas réels il faut multiplier ça par au moins 10 ou 20. Donc, on a un nombre très important de cas, mais qui ne sont pas confirmés par les tests. Parce que maintenant, j'ai la possibilité de faire les tests à la Corée du Sud, qui ont fait le test à tout le monde. Donc, c'est vrai que les moyens d'El Maghreb, mais les moyens de la Corée du Sud, et puis la population du Maroc n'est pas la population de la Corée du Sud. Voilà ce que j'avais à dire. Oui. La question. Okay. Oui, Sidi. C'est Ahmed. Oui, vas-y, c'est pas grave. الخير. الخير. بون انا ما كاينش انا ندخل يلا سير. طارق طلب الكلمه. vas-y طارق. كاين
كاين دابا المشكل اللي مطروح هو اون كاد دي كونفينمون كي قال السي شوقي كومون سافوار لي بورتور كي سون اسيمبتوماتيك سا سي ان بروبليم تيست كي ما عندهمش فوالا كي سون با اسيمبتوماتيك دونك سي ان بروبليم دونك كي سون نومبرو ما عرفناش لو نومبر واش 1000 10000 20000 اون سي با exact. Deuxième, il a la deuxième, moi j'ai écouté Raoult la semaine dernière, Didier de l'Institut hospitalier universitaire de Marseille. Je l'ai suivi pour l'interview avec la télé belge qui parle sur le vaccin. Là où dit le problème du vaccin, il ne faut pas rêver parce que vaccin, ça demande toute une recherche scientifique et kada. Et même si il y aura le problème de l'usine qui va être sauvé. En plus, les gens ils vont pas s'aventurer un investissement dont ils ne sont pas sûrs. C'est-à-dire qu'ils vont attendre est-ce que l'automne prochain واش غادي يجي الفيروس ولا ما يجيش لان ما يمكنش كيقول هو يتانجاجاو في دي مليار d'investissement في الفاكسان finalement غادي يوليو لي فارماسي عامرين بالفاكسان وما كاين حد اللي غادي apparemment il a donné un exemple une maladie en 2003 ولا شي حاجه 2003 le SARS. C'est ça. ما عقلتش عليها مي le SARS. Le SARS-CoV-1. فوالا لقاو الفاكسان وداك الشيء ابخي ما بقاش رجعت لا مالادي وبقى داك الشيء هكا فوالا نقص اسمح نقص الفوليوم مزيان. Tout d'abord, je remercie. Voilà. Tout d'abord, je remercie Dr Chokri pour votre brève présentation. J'ai deux petites questions. Concernant la vague leaders de la Covid, d'après les statistiques, la mortalité qui est كانت في الأول. Ou d'après le témoignage d'une dizaine d'amis des médecins ici au CHU de Marrakech qui gardent au Covid, ils m'ont expliqué que le Covid il commence à s'atténuer. Oui. Donc, il commence à s'atténuer. Donc, d'ici le novembre, décembre, il commence à se disparaître. Il va disparaître complètement. Qu'est-ce que vous voyez de cette théorie? Deuxièmement, est-ce qu'il y aura une deuxième vague de Covid? S'il y aura une deuxième vague, ou bien si les personnes qui sont déjà touchées, si le Covid il revient pour ces personnes-là, est-ce que il sera dans la même aussi sévère que la première touchée? Ou bien il sera atténué parce qu'ils ont déjà développé des anticorps, etc. Voilà. Merci. Bon, d'abord pour ces tarifs. Pour les porteurs asymptomatiques, je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'a pas de moyen de le savoir, sauf si on les teste. Il faut tester toutes les personnes et on n'a pas le moyen de tester tout le monde. Donc, c'est assez difficile comme situation, effectivement. Mais ce qu'on peut faire, c'est que les gens qui vont devoir obligatoirement travailler, qui font partie de secteurs productifs, ceux-là ont testé avant de leur permettre d'aller travailler. Donc, on va faire une sélection pour le dépistage des gens qui vont aller travailler. Et là, on pourra savoir s'ils sont porteurs asymptomatiques, ils ont peut-être déjà porté la maladie et sont immunisés. Ou là, ils sont porteurs au moment où on fait le test, à ce moment-là, il faut les isoler. Ça, c'est le premier point. Pour ces Shkaraoui, bon, d'ici novembre, probablement que la courbe va diminuer, probablement. Mais personne ne peut l'assurer. Personne. Je pense que c'est une logique en épidémiologie. On a des courbes toujours en cloche. Une fois qu'on a atteint le pic, on redescend pour voir la maladie diminuer. Ça, c'est le pic épidémiologique. C'est ce qu'on appelle en épidémiologie la courbe de Gauss. La courbe de Gauss qui est sous forme d'une cloche.
c'est possible que la maladie disparaisse d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais je ne peux pas le garantir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième vague. La deuxième vague, bon, il y a deux théories, il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui disent qu'il y aura certainement une deuxième vague parce que le virus circule. On a déconfiné en Europe, on va déconfiner au Maroc, on va déconfiner un petit peu partout et les gens vont sortir. Les gens qui n'ont pas été en contact avec le virus parce qu'ils sont restés chez eux vont développer la maladie. On va avoir une deuxième vague. Comment sera la deuxième vague? Ça, c'est la question. Si on fait un déconfinement progressif, qu'on sorte les gens tranquillement dans l'espace et dans le temps, on pourra avoir une petite vague. Et on pourra même avoir 2, 3, 4 vagues successives. Parce que si la vague réapparaît et qu'elle est importante, il va falloir reconfiner les gens. Et le confinement, le but d'Yellow, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'arrêter, de diminuer le nombre de décès et diminuer le nombre de maladies graves. Donc, si on a une vague importante qui va provoquer des morts et des maladies graves, il va falloir reconfiner les gens. C'est ce qui va se passer, ou là, c'est ce qui est en train de se réfléchir en Allemagne, parce qu'ils ont vu que le R0 est repassé au-dessus de 1. Donc, ils se disent, attention, est-ce qu'on va reconfiner les gens ou est-ce qu'on va resserrer le déconfinement? Ça, c'est un problème qui se pose. Donc, personne n'est capable de dire comment sera la deuxième vague. Première chose. Deuxième chose, si le virus disparaît, par exemple, et revient par la suite, ça dépend de sa mutation. On sait que maintenant, ce virus n'a pas beaucoup muté. Il y a 2 souches de ce virus. Il y a la souche S et la souche L qui circulent en ce moment. La souche L, c'est la plus dangereuse, c'est la plus sévère. Et la souche S est la moins sévère. Si le virus mute, il peut muter, soit pour devenir plus grave, soit pour devenir plus faible. Si par chance, il devient plus faible, les gens immunisés ne vont avoir aucun problème. S'il est plus grave, peut-être que les gens, même les gens immunisés, pourraient faire une maladie, mais elle ne sera pas très importante. Par contre, les gens qui ne sont pas du tout immunisés, ils vont faire des formes très, très graves. Donc, ça dépend de l'évolution du virus. La problématique de ce virus, c'est quoi? C'est que c'est un virus nouveau, même s'il appartient à une famille de virus qu'on connaît, les coronavirus, mais lui, il est nouveau. Son évolution dans le temps et dans l'espace est incertaine. Et personne ne sait comment va évoluer la pandémie de la COVID-19. Personne. Des petites questions. La première, vu l'expérience qu'on a vécue, on ne peut pas compter sur la discipline de citoyens, surtout dans les cas populaires. Donc, il faut d'autres moyens. On ne peut pas être à la merci. La discipline, c'est une culture. Et ça ne va pas être d'une semaine à l'autre, ils vont changer d'attitude. Donc, il faut que l'État vraiment utilise les gros moyens pour nous protéger. Premièrement. Deuxièmement, comment vous expliquez qu'en Europe, même les pays les plus contaminés, ils ont commencé un déconfinement, même en Iran, où il y avait beaucoup plus de morts. Et la troisième question, comment vous expliquez cette baisse très importante de mortalité dans notre pays? Maintenant, hier, il y avait presque, il y a 2 jours, il n'y avait aucun mort. Aujourd'hui, 2 morts, donc vraiment, la tendance est plus presque mort. À quoi est due cette tendance? Premièrement, pour la discipline, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'un pays comme la Chine, il a imposé un confinement militaire. Il faut des régimes autoritaires pour faire respecter les règles de confinement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que si on compte sur la discipline de nos citoyens, Allah yahdi wahed al-fi'a minhum, impossible à gérer. Il y a une proportion qui a été confinée de façon très correcte, mais il y a une autre proportion qui est très, très difficile à gérer. Il y a des quartiers où on m'a dit que la police ne pouvait pas entrer. Donc, on a véritablement un problème. Et je pense que là, il faudrait que ce soit les militaires qui imposent le confinement ou qui imposent la limitation ou l'isolement de ces quartiers. C'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, le déconfinement dans les autres pays. Oui, ben, il faut, parce que comme je l'ai dit, le confinement, il a une date de péremption. On ne peut pas le continuer éternellement. Le confinement, il sert à limiter la circulation du virus, mais une fois qu'on a commencé à avoir, c'est ce qui se passe chez nous, une diminution de la mortalité, une diminution des cas graves, on peut déconfiner, commencer à déconfiner pour voir comment le virus va évoluer avec la population qu'on va libérer. Si la population qu'on libère se retrouve avec un virus qui est devenu un petit peu moins virulent, on n'aura peut-être pas de cas très très graves et on va continuer à avoir ce taux de mortalité qui est faible, de létalité qui est faible. Mais si on fait un déconfinement et que la population se retrouve devant un virus qui est devenu un petit peu plus virulent, alors là, la vague va être vraiment une vague très grave. C'est Chaboni. C'est Ralim. Ralim de Belgique, de Bruxelles. Comment ça se passe à Bruxelles? Bien, c'est ce qu'on dit. هو المشكل ديال هذا le Covid, c'est que c'est un virus, comme vient d'être dit, qui est nouveau et pour lequel on n'a ni traitement fiable ni vaccin. هذه هي la dangerosité ديالو. إما هو إلا جينا نشوفوا le nombre de morts حتى هنايا في l'Europe ولا partout, c'est minime. Une grippe fait plus de morts que le coronavirus. Et plein de virus que nous avons, soit des virus du mois d'été, d'hiver, soit à dit, maintenant il est incontrôlable. D'où l'idée, la clé, c'est la distanciation sociale. C'est que si tu attrapes ce virus, c'est ça. وهذه هي la clé اللي لعبوا عليها الناس هنا في l'Europe et surtout في la Belgique et ma foi le résultat في la Belgique est un très bon résultat puisque toutes les courbes maintenant sont au vert. Le nombre de nouvelles personnes infectées diminue drastiquement. Le nombre de personnes hospitalisées dans les unités de soins intensifs diminue drastiquement. Et donc, هذه هي المشكل, c'est qu'il faut jouer avec la distanciation sociale, la prudence, et il y a la clé d'El. Maintenant, si j'entends bien, le Maghreb ne sont pas des champions en matière de prudence. Est-ce que c'est lié à l'information qui ne passe pas toujours à tout le monde ou lié à quoi? Je ne sais pas. Mais à mon avis, à un moment donné, il faut faire l'équilibre entre la santé publique et entre une activité ou une inactivité économique qui cause des torts encore plus graves chez certaines personnes que le virus lui-même. Le taux de mortalité suite à ce virus, elle est de, je ne sais pas moi, 3%, 2%, quelque chose comme ça. C'est déjà beaucoup. Mais disons que par rapport à une activité économique à l'arrêt qui pose énormément de difficultés pour énormément de gens, surtout les gens qui dépendent de leur travail et qui n'avaient pas d'économie de côté pour pouvoir vivre normalement avec leur petite famille, là est la difficulté. Et donc ici, la décision raisonnable, c'est qu'on a été vers un déconfinement en 3 phases. La première phase, c'est l'ouverture d'un certain nombre de commerces et de services et d'entreprises. Voilà une ouverture raisonnée pour la moitié des travailleurs. La première moitié travaille le matin, la deuxième moitié travaille l'après-midi. L'installation de distributeurs de gel partout. L'imposition du masque. Ça, c'est une chose qui est absolument indispensable pour se protéger soi-même, mais surtout pour protéger les autres quand on parle et quand on risque de transmettre. Et donc, dit plus l'ouverture également des transports en commun.
le bus qui d'habitude prenait jusqu'à 60 personnes, 50-60 personnes, maintenant il en prend 12. Il n'y a pas de Belges debout dans les bus aujourd'hui. Et ceux ils sont tous assis, voilà, assis, un siège est vide et l'autre est rempli. Un est vide et l'autre est rempli. Jusqu'à maintenant. Elle dit c'est la première phase. La deuxième phase est l'ouverture d'autres services, notamment les écoles. Là aussi, c'est la même chose. Les écoles ont été autorisées à ouvrir, mais à condition d'avoir un plan de distanciation. يعني les gels موجودين الوليدات نص كيجي في الصباح ونص كيجي في العشيه les jeux collectifs ما كاينينش et ainsi de suite. Et donc toute une série de mesures qui évitent la contagion, même si ici il s'est avéré que les enfants ne sont pas réellement sensibles à ce virus. Et même si quelques enfants l'ont attrapé, ça n'a pas eu la difficulté et la gravité les adultes et surtout les personnes âgées qui ont déjà quelques difficultés par ailleurs, notamment les diabétiques et ainsi de suite. Et donc la troisième phase, la première phase c'était le 3 mai. La deuxième phase c'était la semaine le 11 mai. Et la troisième phase, c'est celle qui vient, c'est le 18. Et le 18 mai, il y a toute une série de commerces liés à la personne, les coiffeurs par exemple. Et ainsi de suite, il y a une ouverture avec toujours les mêmes règles de distanciation et de prudence. Concernant le tourisme et l'hôtellerie, Mazel, tout est bloqué. Et donc, la date qui est avancée aujourd'hui par le comité interministériel, c'est le 6 juin. Rien n'est sûr du tout. Les transports aériens, le train, il fonctionne, la même chose. Le train prend à peu près 30% de sa capacité pour garder distanciation. Oui. Les avions, mis à part les avions cargo ou les avions qui rapatrient les Belges d'autres pays, il n'y a aucun avion qui circule et ça va être ainsi jusqu'à fin juillet apparemment. Voilà un peu la situation, mais je crois que si c'est possible, un déconfinement, à un moment donné, on a remarqué que le confinement, les 3 premières semaines, bon, ça va, les gens se sont retrouvés entre eux et ainsi de suite, c'était positif, mais petit à petit, ça devenait compliqué et nous assistons à beaucoup de troubles psychologiques chez les gens en termes de dépression, en termes de ne pas se sentir bien du tout. Les psychologues commencent, comme j'en suis un, ils commencent à se préparer pour l'après-Covid, et le déconfinement était demandé par la population. Merci. Donc, on a 5 minutes. C'est Ahmed. Est-ce que je peux dire Merci à notre ami, oui, très bref. Merci à notre ami de Bruxelles pour sa participation très éclairante. Merci à Choukri. Ma question est la suivante. Quel est réellement le taux de mortalité dû à la COVID-19 au Maroc? Premier point. Deuxième point. Quelle est la réalité géographique à Marrakech, puisque nous sommes à Marrakech? On ne peut pas... troisième élément, il a été soulevé par notre ami de Bruxelles, c'est que le confinement a été respecté. Mais au-delà d'une certaine limite, ça devient difficile. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Il y a une limite à la date de confinement, à son efficacité. Au-delà, ça devient de la torture et on peut arriver à des dérapages incontrôlés. Merci beaucoup. Oui. Je commence par le dernier point. Vous avez parfaitement raison que le confinement a une limite.
Et comme je l'ai dit, il a même une date de péremption. Exactement. Donc, Exactement. les dérapages, ils ont commencé il y a quelques semaines déjà. Et je pense que notre ami Rally de Belgique sait qu'il y a beaucoup de violences contre les femmes, beaucoup de violences contre les enfants, etc., qui ont créé énormément de difficultés dans les couples et dans les familles. Ça, c'est un truc indiscutable. Maintenant, pour le taux de mortalité. Le taux de mortalité, effectivement, le taux de mortalité est en fait très, très faible. Parce que le taux de mortalité, c'est quoi? C'est le nombre de décès au numérateur sur le nombre de cas au dénominateur. Mais le nombre de cas au dénominateur, on ne le connaît pas. On n'a que le nombre de cas confirmés. C'est-à-dire là, on va diviser le nombre de décès sur les 6500, c'est-à-dire 189 sur 6500. Mais en fait, les 6500, ce n'est pas 6500, c'est beaucoup plus que ça. Donc, le taux de mortalité, en fait, il est très faible. Très, très faible. Parce que le dénominateur est très grand, mais on n'a pas la possibilité de le confirmer, parce qu'on n'a pas fait le test à tout le monde. Vous me suivez? D'accord, tout à fait, tout à fait. D'accord. C'est le seul élément certain que nous avons ici, c'est le taux de mortalité dans les maisons de repos, c'est-à-dire là où il y a les vieilles personnes. Exactement. Parce que leur nombre, il est maîtrisé et maintenant, on s'est rendu compte à un moment donné que la catastrophe est là et parce que c'est des personnes qui sont fragiles, c'est des personnes qui sont sensibles. Et donc, à ce moment-là, vite, on a commencé à tester quasi systématiquement et à faire attention à une statistique concernant le Covid dans les maisons de repos. Ce qui fait que même dans les statistiques qui sortent, il y a le nombre de décès et le nombre d'infectés et deux catégories. Les infectés et les décès à l'intérieur des maisons de repos et de soins. C'est le chiffre qui est le plus exact et je pense que le taux de mortalité était assez élevé par rapport à la population de manière générale. Sauf que sur le plan épidémiologique, je suis d'accord avec vous. Sur le plan épidémiologique, cet échantillon est un échantillon qui est biaisé. Parce que parmi les personnes âgées qui ont une comorbidité, la mortalité est déjà très élevée. Donc, on ne peut pas compter dessus. On est tout à fait d'accord. Oui. En plus, moi, ce que je voudrais dire pour dire que le taux de mortalité est vraiment très, très bas de cette maladie, c'est qu'il y a beaucoup de morts qui ont été imputées à la maladie Covid-19, alors qu'il s'agit d'autres causes. Exact. Parce que dès que la personne a la Covid-19 et qu'il décède, on dit qu'il est mort de Covid-19, alors qu'il est peut-être mort d'une autre cause. Donc, on doit soustraire ces morts du nombre de cas de décès que nous avons. Et donc, on va arriver à une diminution encore plus importante des cas de décès par Covid-19 et arriver à la chose essentielle, c'est que finalement, cette maladie, même si elle se propage beaucoup dans la population, elle n'est pas aussi mortelle qu'on le dit. Non. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Et dans les maisons tout à fait d'accord. Et là, dans les maisons de repos, la seule solution qui a permis d'avoir un chiffre véridique, ce sont les tests systématiques. Exactement. Ça, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de vieux qui sont morts d'autre chose, mais au départ, dans la panique, on les a comptabilisés dans les décès à cause du coronavirus. Je voudrais revenir. On a beaucoup parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de l'essentiel, le volet économique. Et nos débats, ça fait pratiquement avec on parle de Marrakech, parce que le Marrakech a un problème avec le tourisme. Donc on a un problème jusqu'à la fin de l'année, donc l'année 2020 ou 2020. C'est sur ce volet-là qu'on doit faire des propositions, qu'on doit réfléchir. Et nos débats, vous savez que le tourisme ne marche pas, donc il ne va pas marcher parce que déjà l'étranger ne va pas ouvrir les frontières une semaine. L'artisanat, l'artisanat, le transport aérien, etc. Donc, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un peu sur le volet.
parce que on ne voit pas parce que les statistiques sont libres. De dernière, les nos avoirs. Avec le 15e départ, il n'est pas de perspective